Monsieur Coutin, qui travailla à l'entretien, nous raconte ce qu'il a vécu ici durant sa carrière professionnelle. Vous avez traversé la vie de Lannelongue de différentes façons. Vous êtes arrivé en 70 et vous allez prendre votre retraite maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez traversé votre vie à Lannelongue avec des hauts, des bas, des itinéraires différents dans le travail? Est-ce que vous pouvez nous raconter tout cela? Mais c'est vrai que quand on se remémore, c'était une vie quand même qui était assez spéciale parce que c'était un peu l'armée. On est rentré ici, c'était un régime très strict. Tout était décidé d'avance, tout était bien carré. Et on se croyait un peu l'armée quand même. C'était une vie assez... un peu monastique, parce qu'on était retranchés quand même de tout le monde. On vivait sur nous-mêmes. Il y avait un petit camion qui emmenait les enfants du personnel à l'école. C'était comme il y avait comme du social à cette époque. Oui, c'était incroyable. On a eu les enfants jusqu'en 88-89 quand même ici. Et les enfants ici, moi j'étais à l'atelier, mais on nous appelait à l'atelier pour aller faire baigner les enfants. C'était souvent des gens qui venaient de la région parisienne. On allait les chercher à Gennevilliers, on avait un petit camion de 21 places, on allait chercher les enfants là-bas et on les ramenait ici. Et ils avaient très peu de visites des parents d'ailleurs, des fois ils étaient visités une fois ou deux par an, des fois tous les 3-4 ans, et il n'y avait pas de visite pratiquement. Et on allait faire baigner ces enfants, et on prenait les gars de l'atelier pour aller baigner les enfants. Donc on avait un filet qu'on mettait à la mer. Et puis un gars de l'atelier à chaque angle du filet, et puis vous aviez donc deux femmes, des chefs de service qui étaient à l'époque, mais qui venaient en tenue de service, avec le petit blé blanc, le truc, la cornette sur la tête, et puis l'économe avec son costard qui était sur la plage, et des fois il faisait 30 ou 40 degrés. On voit ces gens-là avec leur tenue de travail, avec la petite cornette et tout, ça fait bizarre quoi. On pourrait se croire qu'on est un siècle plus tôt quoi, c'est sûr que... À travers votre présence, c'est la présence d'une personne qui a commencé sa carrière ici et qui la termine. Monsieur Coutin, vous allez terminer votre carrière en septembre, quand ce film va sortir. Et donc, c'est une histoire de vie aussi, puisque vous avez rencontré vos femmes, etc. ici. C'est à la fois une histoire de vie, une histoire professionnelle, et c'est une mémoire. Et comme toute mémoire, il faut qu'elle soit enregistrée pour que dans l'avenir, on puisse se rappeler d'une époque qui, à mon avis, n'est pas si lointaine, même si on a l'impression que c'est très loin. C'est sûr. Les jeunes souffrant de tuberculose, de rachitisme ou d'autres affections venaient profiter du climat très doux de l'île de Léron. Le quotidien de ces jouvenceaux se composait bien sûr de repas sains et équilibrés, mais surtout d'une vie au grand air. Avec leurs shorts pour unique vêtement, ils devaient au maximum s'imprégner du bon air local, d'en respirer les effluves à plein poumon pour chasser les miasmes de leur maladie. Tout était prétexte à exercice et à l'épanouissement de leur corps. Les cours de gymnastique nous semblent aujourd'hui quelque peu rigides. Il fallait certainement en prendre sur soi, la psychologie fine n'étant pas à l'ordre du jour. Il existait conjointement à cela d'autres soins tels la sieste au soleil, baptisée pompeusement héliothérapie, qui consistait tout simplement à profiter des bienfaits de l'astre du jour lors de séances de bronzette avec le sempiternel short et le chapeau de paille réglementaire. Cela fait, les séances de jeu reprenaient de plus belle, le planning était chargé et l'oisiveté n'avait pas voix au chapitre. Monsieur Murat se souvient de cette époque et ouvre, avec Françoise Frétier, le livre de ses souvenirs. Monsieur Murat, bonjour. Bonjour madame. On est ici sur la cale d'hydravion. Oui. Vous avez connu ces hydravions qui s'élançaient dans les années 17-18. Ah non, ceux de 17-18, moi je ne les ai pas connus. Mais j'ai connu ceux de 39-45. Ah, il y en avait en 39-40. C'est les hydravions que j'ai connus, c'est l'armée française qui occupait la base là ici et qui avait des corps morts là. Et il les montait, il les descendait parce qu'il faisait la surveillance de l'estuaire pour le repérage des sous-marins. C'était une base marine qui avait été faite par les Américains, qui a été concédée au département de la Seine, que c'était à ce moment-là.
Et la Seine s'en est servie pour ses œuvres sociales, a monté donc un préventorium sous l'égide des, attendez, comment ça s'appelait, Office public d'hygiène sociale, OPHS. Hein? Et alors là, ils avaient des enfants qui avaient eu des cutis qui passaient mal, ou un petit peu de scrofules, tout un tas de trucs comme ça. Tandis qu'après la guerre, là, ce qu'on a eu, beaucoup de cas sociaux. Oui. On a eu des petits cardiaques, on a eu des mucoviscidoses, bonne genre. Puis après, là, c'était des gosses qui venaient parce qu'ils avaient davantage de verre de vin rouge que de verre de lait, voyez-vous, qui étaient dans une mentalité, les pauvres. On sentait qu'ils appelaient au secours, ces gosses. Hein. Ils se révoltaient, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient plus où ils étaient, quoi. Ils passaient 5-6 mois ici, là, c'était bien. Alors on en avait qui s'embêtaient tellement dans les dortoirs, ils venaient nous trouver à l'atelier, on les occupait. Mais mon père m'a raconté à moi, comme les autres qui y travaillaient, il travaillait comme journalier, là, ici, là. Mais il travaillait pour une entreprise qui avait pris que les Américains avaient embauché. Hein? Et alors, ils ont fait des tranchées pour passer l'écoulement des eaux. Ils avaient prévu déjà toutes les fosses septiques, hein, parce que moi je les ai entretenues, là, ici aussi, après. Hein. Ils ont recomblé tout ça. Ils ont fait leur fondation en béton avec de la chaux, pas du béton, c'est de la chaux, hein, puis du solide. Et après, ils ont pris, avec les décovilles qu'ils ont montées, ils ont pris tout le sable pour recombler, pour mettre à niveau des fondations, voyez-vous. Il faut savoir qu'il y avait une dune qui Ah, allait... la dune, elle était là, elle s'en allait, voyez, jusqu'au... La bergerie... ouais, plus loin que la bergerie, ça allait en descendant doucement, parce que pendant une vingtaine d'années, tous les ans, ça se rongeait un peu, là, ici. Hein. D'accord, c'était ici. On avait fait des petits murs, mais ça ne tenait pas, après, ça a tenu. Donc la dune, ce qu'on appelait la dune, n'est que le reste d'une grande dune oui, qu'il y avait tout le long. Ça a gardé ce nom-là, et alors, il n'y avait que les administratifs supérieurs qui venaient y coucher, vous savez. Oui, ils venaient passer 2 jours, histoire de se délasser. Oui, à la dune, oui. Ils étaient logés, nourris, blanchis. Ouais. Hein, c'était pas mal, quoi. C'est comme ça. Et je reviens un peu en arrière. Vous m'avez aussi dit que votre père, en tant que journalier, avait travaillé à la mise en place des cupressus qui sont tombés pendant la tempête et qui sont encore là. Voilà ce qu'il y a eu aussitôt la guerre de 14. Ouais. Je crois que c'est en 21 ou 22 là, qu'ils ont dû arranger quelque chose. Là. Il était employé, ils ont planté que des cupressus partout et ils venaient les arroser tous les jours. Ils étaient employés là, puis ils ont aidé à finir de planter des machins comme ça. C'était planté partout, il fallait couper le vent. Alors Monsieur Murat, on est sur ce site que j'aime beaucoup, auquel je viens souvent. C'est aussi le début de l'histoire, puisque les hydravions s'élançaient sur cette base. C'est un des témoins de l'histoire dont nous parlons. C'est pourquoi, pour moi, il était important de venir ici, que ce soit vous qui nous racontiez cette histoire. J'y attache une importance. Les gens qui viennent ici ne savent pas ce que c'est, que sans la base, sans les enfants, sans cette histoire de la ville de Paris et de la préfecture de la Seine, il n'y aurait pas eu, cette base n'aurait pas été, cette digue n'aurait pas été conservée. Elle sert encore aux pompiers à l'heure actuelle, elle a toujours un sens qui est social et aussi peut-être pas tout à fait militaire, mais elle sert aux pompiers aussi à s'exercer. Donc c'est un témoignage important de l'histoire. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Je trouve que c'est normal qu'on transforme. Il faut suivre la vie. On ne peut plus diriger comme on dirigeait il y a 40 ans ou 50 ans. Hein. Et puis les mentalités ne sont pas les mêmes. Vous avez, comment vous appelez ça là, toutes les machines actuelles maintenant qu'il y a. Non, il faut vivre avec son temps. Hein. Mais moi, ça me fait un petit pincement quand même. Ouais. L'histoire de l'Annelongue, commencée il y a tout juste 90 ans, ne s'arrête pas là.
Si des bâtiments ont été démolis, c'est pour faire place à une nouvelle structure plus conforme à l'idée que l'on se fait de nos jours de l'accueil des personnes handicapées, ayant remplacé les enfants qui ont quitté ce lieu en 1989. Devant la vétusté de certains locaux, un projet est né en 1998. La surface de la structure actuelle est de 2500 mètres carrés. Il a fallu appuyer la plateforme aux normes antisismiques sur 396 pieux de béton de 90 cm de diamètre sur 4 mètres de profondeur. Les travaux qui ont commencé le 1er février 2006 se sont achevés en octobre 2007. Ils ont coûté un peu plus de 5 millions d'euros et beaucoup d'efforts. Mais le progrès est à ce prix. L'histoire de l'âne longue ne déroge pas à celle des hommes qui y travaillent, en constante évolution. Le vice-amiral Salone, directeur général de la guerre sous-marine et qui donna l'ordre via l'état-major des armées de créer cette base aéronavale, serait sans doute bien étonné de voir le changement radical de vocation des dites installations. Laissons-le à sa guerre et le foyer départemental L'Âne Longue à son avenir.